Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité dès la conception parce que dans beaucoup de projets, la sécurité, c'est comme la documentation, c'est quelque chose qu'on dit on va faire ça plus tard et finalement, elle est un peu sommaire. Donc tout d'abord, je me présente, je suis David, je travaille à OVH depuis 3 ans dans l'équipe Big Data et j'ai fait une mission pour Altran chez Amadeus durant 2 ans où j'étais DevSecOps, donc toujours sur la partie Big Data. Et donc, je suis diplômé de l'INSA de Lyon depuis 2014. OVH Cloud, vous commencez à nous connaître. On est un des alternatives européens par rapport aux GAFAM. Et avec Horatio, Aurélie, vous commencez à nous connaître. Plus précisément, dans mon équipe, on travaille sur ce cube-là, qui consiste à récupérer la donnée métier, la donnée de notre métier même, de le mettre dans le data lake et donc après permettre aux équipes de fraude, de business intelligence et aussi de machine learning de venir exploiter la donnée. Donc le programme d'aujourd'hui, je vais faire une introduction sur ce qu'est la sécurité dès la conception. Je vais vous donner des conseils et après on va voir comment on peut mettre en place cette sécurité dès la conception avec des outils et une conclusion. Tac, réinitialiser. Ça sera mieux. Donc l'introduction. Pourquoi ce talk? C'est pour éviter ce genre de problème d'être un hôpital, une entreprise et de devoir ne plus accepter de nouveaux patients, de nouveaux clients parce que notre service subit actuellement une cyberattaque. Pourquoi dès la conception? Parce que, comme on peut le voir, ça touche tous les domaines dès la conception. Là, c'est une histoire d'un avion où les tests ont été insuffisants et il y a une fuite mémoire. Et donc, dans leur nouvelle procédure, ils doivent redémarrer l'avion de manière chaque mois pour éviter un crash quand ils sont en train de voler. Donc, dès la conception, c'est primordial. On le voit récemment avec le nouveau iOS 16, où ils ont un système de crash intégré. Et malheureusement, ils n'ont pas testé sur les montagnes russes. Et donc, quand on fait un parc d'attractions avec le tout dernier iPhone, on se met à appeler la police ou les pompiers parce qu'on est considéré comme dans un crash, comme dans un accident. Donc voilà vraiment la notion des conceptions. Donc il y a même des personnes sur Twitter qui disent on va rajouter un mode spécial pour protéger, pour éviter de déclencher les alertes. Donc si on prend la définition sur Wikipédia, c'est quelque chose qui fait office donc, de tout ce qui est génie logiciel, plus précisément dans la partie Privacy by Design. Donc c'est la sécurité qu'on met en même temps. Il faut qu'elle soit une partie intégrante et non pas comme la documentation, quelque chose qu'on va faire à la fin d'un projet. La conception d'une architecture robuste, donc éviter tous les SPOF dans notre archi. Résister aux attaques bien connues, mais également celles qui sont à prévoir contre votre entreprise, donc celles qui ne sont pas bien connues ou peu connues. Et donc des techniques réutilisables, minimiser avec les vulnérabilités, avoir des process de déploiement bien rodés pour pouvoir mettre les dernières versions de vos librairies. C'est dans plusieurs domaines, l'authentification. Est-ce que dans votre projet, vous allez gérer l'authentification ou pas? L'intégrité, la confidentialité. Préserver l'architecture, même si votre logiciel, votre projet évolue. Et donc, tout œuvrer au niveau sécurité à chaque étape de votre produit, de votre cycle de vie, mais également donner une fin de vie de votre projet, parce que le legacy ne va pas durer éternellement. Il faut penser également dans 5, 10 ans, quelle procédure vous allez mettre en place pour tirer votre produit. C'est sa fin de vie, quoi. Sur la présentation, je vais me baser sur ce document-là, donc qui est du ministère de la Défense américaine, et donc qui reprend les principes du DevOps, tout en rajoutant cette couche autour, cette ceinture de sécurité. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque étape, vous avez donc une couche de sécurité. Au niveau des conseils que je peux commencer à vous donner, c'est faire attention avec Docker. En effet, il y a beaucoup de vulnérabilités dans nos frameworks, dans nos outils. Et si on prend des Docker déjà tout faits, ces vulnérabilités sont déjà connues. Et si c'est des surcouches, donc avec un OS, avec un produit, un framework, c'est cumulé.
Donc là, c'était ONIC qui avait donc sorti, SNIC qui avait sorti ce diagramme-là, on voit, donc c'était Node, et comme Node se base sur une image Ubuntu, forcément on récupère aussi les vulnérabilités connues sur Ubuntu. La même chose avec vos dépendances, toujours dans le même rapport, où il nous signale que souvent le problème, ce n'est pas votre code, ce n'est pas vos dépendances proches, mais c'est la dépendance de votre dépendance, ou la toute dernière de cet arbre, qui est problématique, parce que le développeur ne travaille plus dessus. La librairie est abandonnée depuis plusieurs années, et donc il suffit qu'une faille soit détectée sur ce genre de produit pour que la chaîne remonte. On l'a vu il y a quelques années avec Facebook, qui avait donc des coûts importants, parce qu'il y avait une vulnérabilité bien connue sur ImageMagick, et ça leur a coûté pendant des mois un coût non négligeable. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est par rapport à comment aujourd'hui, quand on fait des démos, à devoir cacher un peu vos données personnelles. Et là, je prends le site d'Amélie, c'est un peu moins le cas, mais pendant une époque, il y avait donc votre numéro de sécurité sociale qui apparaissait dès votre page d'accueil. Donc vous connectez sur Amélie et tout de suite, vous avez ces informations-là qui sont personnelles. Alors, premièrement, comme je me suis connecté avec mon numéro de sécu, normalement, je le connais, donc il n'y a pas besoin de le réafficher. Et ça peut être dans une autre partie, par exemple dans Informations. Et c'est uniquement si je souhaite les modifier qu'ils doivent apparaître, mais c'est peut-être pas pertinent de les mettre tout de suite dans le dashboard. Surtout pour le côté démo, on fait souvent des démos avec nos clients en conférence, donc bien faire attention à ce niveau-là. Surtout que ce sont des informations que les attaquants vont pouvoir exploiter pour tenter de rentrer dans votre système. Toujours la même chose, faire attention à vos configurations par défaut, parce que c'est beau la hype de voir plein de beaux sujets en conférence, d'utiliser Remix comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'autres produits. Mais si on ne prend pas un minimum de temps à regarder comment fonctionne l'Authent, comment fonctionne les comptes par défaut d'administration, s'ils ne sont pas changés, ça fait une très grande faille dans votre produit, juste parce que vous n'avez pas eu le temps de creuser sur ce framework. On le voit, on l'a vu récemment avec l'application Elise, où Mathis, donc, qui a donné un talk tout à l'heure ce matin, où il avait remarqué que le GraphQL était accessible à la fois en lecture et en écriture. Donc il pouvait proposer de nouveaux propositions comme candidat pour un président, juste en soumettant une requête POST sur le GraphQL. Attention également au risque humain. On en parle beaucoup du phishing et toutes ces techniques pour essayer de s'infiltrer sur votre réseau, mais on peut avoir aussi même du chantage. Là, il y avait un employé de Tesla qui avait été... on avait tenté de le corrompre pour insérer une clé USB. Donc toujours cette idée de sensibiliser au maximum vos employés, vos prestataires sur cette notion de sécurité. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est souvent on parle des pare-feux, du WAF, de tous ces systèmes de vérification à ce qui se passe en entrée. Et le trafic sortant est un peu moins regardé. Et là, on peut voir, par exemple, si un attaquant a réussi à s'infiltrer sur votre infra, juste en utilisant des requêtes DNS, il peut exfiltrer facilement des fichiers. Il va faire des requêtes sur un nom de domaine qu'il possède, il va juste faire des découpages de votre fichier, lui fait ses requêtes DNS, il va les recevoir sur son serveur, et le DNS est rarement filtré, surveillé, et donc là c'était, je trouve, une belle illustration du fait que le trafic sortant aussi doit être filtré. Donc si je fais une petite synthèse de ces bonnes pratiques, il y a toujours au niveau Docker de bien diminuer au maximum votre surface d'attaque. Donc essayez d'utiliser des images petites, Scratch ou autres, distroless. Le principe qui est, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'il existe, Atleast Privilege. Si vous avez juste besoin de query une base de données, vous avez juste accès à cette base de données.
La défense en profondeur, rajouter donc un système de bastion, ne pas pouvoir se connecter directement sur vos infras, mais utiliser une machine relais, qui permet aussi de rajouter de la traçabilité. La mise en place d'un SIEM pour détecter d'éventuelles attaques. Dans le SIEM, donc, il va y avoir cette partie de détection de connexion. Pensez également au maximum à activer le multi-factor authentication. Comme je le disais, pas de configuration par défaut. Surtout que les produits, quand ils se lancent en version open source, c'est une phase qui vient après avec la V1. Donc les V0 sont encore un peu passoires au début. Les secrets, donc toujours les stocker dans des vaults. Au niveau de données sensibles, les stack traces, quand vous avez une erreur, vous faites ça dans votre back-end, mais ne sortez pas à votre front-end comme quoi il y a telle chose qui a eu un problème. Si vous avez une erreur qui n'est pas du tout détectée, vous échouez. Quand je donne ma conférence sur Percastor, Uber Eats a eu un problème parce que son API de paiement avait changé. C'était quelque chose qui n'était pas traité dans leur code, et pour eux, c'était un paiement accepté. Et c'est comme ça qu'ils ont livré 14 000 $ de nourriture, alors que le paiement n'était pas abouti. Ne pas donner d'informations sur votre infra, donc pas de version, pas de framework. Vérifier en permanence les entrées-sorties. On pense au formulaire comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi vos clients, vos nœuds. On est en microservice, on ne sait pas du tout comment se comportent les clients, les nœuds qui viennent venir vous requêter. Donc il faut penser que c'est comme un client lambda. Il faut vérifier que ce n'est pas une requête incorrecte. Et faire des backups régulièrement et surtout déconnecter du réseau. Parce que si le ransomware vient sur votre infra et que le backup n'est pas trop loin, lui aussi va être touché. Mettre à jour votre infra. On est maintenant avec le DevOps, beaucoup de CI/CD. Donc essayez de ne pas dire c'est bon, j'ai prodé et on va laisser le produit tant qu'il n'y a pas de nouveaux tickets à faire. Il faut tout le temps le maintenir à jour. Donc avec du GitOps de préférence. Et si vraiment vous ne souhaitez pas trop vous embêter, il y a des acteurs européens ou internationaux qui vont gérer votre plateforme pour vous. Pourquoi tous ces conseils? Parce que je me rends compte qu'en quasiment 10 ans, il n'y a pas eu de changement au niveau OASP. On voit que les attaques qui étaient en 2012, c'est ça, 2013, se reproduisent 4 ans après. Et on a juste des petits croisements, mais on reste toujours avec les attaques classiques. Il n'y a pas de nouvelles attaques contre les infras. C'est souvent le premier, problème d'authentification, authentification pétée, donc la personne arrive à obtenir ce qu'elle veut. La partie design, donc c'est ce qu'on va essayer de tacler ensemble dans la prochaine demi-heure. Pas de questions jusqu'à là? Allons-y. Donc, comme je disais, au niveau des outils, je vais me baser sur cette slide-là. Et donc, on va essayer de voir étape par étape quel outil vous pouvez mettre en place dans votre infrastructure. Donc, le DevOps, c'est quelque chose de bien connu. Ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Et comme dit Philippe, pourquoi ne pas rajouter une petite étape ici et faire des tests de sécurité avant de déployer votre produit. Il y a une startup qui avait eu un souci, qui avait fait ça, c'était un projet perso, donc ils n'avaient pas beaucoup encore de clients. Le samedi soir, il dit c'est bon, j'ai ma V2, je prod, et le lendemain, plus rien. Heureusement, il avait les backups, il a pu restaurer les données de ses clients, mais ce qui s'était passé, c'est qu'il avait été tellement enthousiaste par rapport à sa V2 qu'il prod. Et il ne s'est pas rendu compte au niveau des informations, il a prodé aussi le MongoDB de dev au lieu de la prod. Et donc, c'était un MongoDB sans authentification, parce que lui, il préférait sur son ordi. Et c'est comme ça que son MongoDB s'est retrouvé à poil sur Internet. Donc, ce genre de test, est-ce que j'ai bien une authentification? Est-ce que mon mot de passe, par défaut, a bien été changé? Peut être intégré ici, avant de faire le changement sur Kubernetes d'une version 1 à une version 2.
Il y a aussi toute la partie donc, de l'étude de la menace. Que vous soyez, donc cet exemple, une petite start-up ou un très grand groupe, il faut savoir identifier qui sera votre attaquant. Donc je vous recommande les bonnes pratiques de l'ANSSI, qui est notre Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc ils ont beaucoup de guides, que ce soit sur Rust, sur C ou sur d'autres langages, ainsi que sur la partie des pare-feux, sur comment gérer les ordinateurs quand ils vont soit en nomade, soit à l'étranger. Il y a tout ce qui est aussi donc l'analyse de risque. Ils ont un guide qui vous permet de faire un workshop à ce niveau-là, d'identifier les acteurs qui vont être malveillants envers vous. Donc participer à des conférences comme aujourd'hui. Néanmoins, moi c'est juste une phase de présentation, donc niveau intermédiaire et avancé. Ça sera une autre histoire. Votre système d'exploitation, si vous êtes sur des VM, bien tuner et faire donc l'OS hardening pour vraiment mettre tous les verrous, les outils de sécurité qui sont déjà de facto sur votre OS et participer à la veille technologique. Maintenant, on va se lancer enfin dans le développement quand vous avez fait ces plusieurs workshops avec le métier, avec les équipes de sécurité. On va pouvoir se lancer. Donc il y a les outils tout simples de CI/CD qui sont les linters. Là j'ai pris celui d'Aurélie Vache, mais il y en a d'autres selon votre langage. Nous avons aussi donc Docker qui propose avec le partenariat Snyk de venir faire un scan de vulnérabilité de votre image Docker. On parlait juste à l'instant donc de Remix qui était basé sur Node.js. On a aussi donc NPM qui fait un audit parce qu'il y a 2 ans, il y avait des packages sur NPM qui ouvraient des shells à distance pour venir sur votre infra. Donc c'était des packages comme ça au fond de votre graphe de dépendance, mais qui ont été modifiés, un acte malveillant, et ça s'est propagé. Donc il y a cet outil-là, NPM Audit, donc pour la partie JavaScript, qui va venir aussi vous apporter. Donc ces outils-là, vous avez déjà de facto sur vos, soit en installant un paquet, mais sur votre ordinateur de développement. GitHub avec Autopilot également peut venir vous faire des recommandations si vous avez des caractères que vous n'escapez pas. Donc il va venir vous faire remonter des alertes. Une autre chose, mon développement commence à se produire. Là, il faut que je prenne un pas de recul parce que tout ce qui est OTAN, tout ce qui est sécurité, il y a une étude qui nous dit que 98% du code qu'on trouve sur Stack Overflow contient une faille. Donc c'est vraiment pas sécurisé tout ce qui est snippet de code parce que ça date d'il y a quelques années où ça n'a pas pris en compte cette nouvelle type d'attaque. Donc c'est une étude de 2017 qui a scanné tous ces snippets, ces bouts de code qui traînaient sur Stack Overflow et qui se sont rendus compte que ça répond au niveau projet, mais ça ne répond pas au niveau sécurité. Récemment, il y a eu Copilot qui a été sorti donc de sa version bêta, donc il y a une version payante. Néanmoins, là c'était un article en anglais, ils remarquent du fait que leur modèle d'entraînement se base surtout sur une bonne partie du code qui est sur GitHub, de la même manière, le code qui se retrouve suggéré par Copilot se retrouve lui-même vulnérable parce qu'il y a du code vulnérable sur GitHub. Donc, quand vous êtes en développement, faites un pas en arrière, dites si vous êtes en train d'utiliser les dernières technologies, s'il n'y a pas un souci dans votre fonction, si elle n'est pas dépréciée, ce genre de choses. Donc on va peut-être faire une petite démo, comme ça fait une coupure. Moi j'ai un petit projet pour checker en Go les... j'ai perdu la souris. Donc pour checker si un profil est disponible sur Twitter et sur GitHub. Et donc c'est un petit projet tout simple. Et ce qui s'est passé, donc j'ai mis ça au niveau de mes actions, de GitHub Action. Donc la partie lint pour vraiment voir ce que j'ai
sur ma CI/CD et ce que j'ai sur mon ordi sont bien ISO. La partie sécurité, donc on peut avoir ici dans votre repo, donc qui va venir voir au niveau policy. Si code QL à votre langage, il peut aussi faire une passe au niveau de votre code. Et on a aussi les alertes, donc au niveau dépendance, mais aussi si quelqu'un détecte une faille, qu'il puisse vous faire une remontée. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau de mes actions, comme vous avez pu le voir. Pour l'instant, tout est vert. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une PR, j'ai modifié mon web server en Go pour pas qu'il gère les timeouts. Donc je l'ai ici. Ça, c'était mon code originel. Et donc, non, ça c'est le bon code. Et ça, c'est le code tout à fait basique qu'on voit sur les tutos en Go. Et donc, je pousse ma PR et là, j'ai mon scanner qui me dit vous ne respectez pas les bonnes pratiques à ce niveau-là. C'est l'erreur G114. Donc, je vais vous la présenter. Alors, il y a aussi un petit souci au niveau Action Tac. Donc, la PR, elle est là, que j'ai fait ce matin, vu que ça met un petit peu de temps à se lancer. Tac. Et donc, là, il y a un petit souci avec le framework, mais il doit me remonter dans mon dashboard de GitHub, comme quoi il y a cette faille-là. Donc là, c'est ici qu'il y a une erreur, et donc GitHub me le dit sur l'étape suivante. Donc ça, j'ai remonté l'incident au développeur, qui me dit que ça sera dans la prochaine release. Et si je fais localement, j'ai mon message que GitHub obtient également. Donc qui est l'absence de timeout sur mon serveur. Et donc un attaquant peut venir query, faire des trucs longs et donc venir gêner votre application en espérant après éventuellement avoir une stack trace ou autre chose pour pouvoir l'exploiter. Tac. Si je reviens sur la presse. Donc, je vous parlais de la partie build CI/CD. Donc, je pense que maintenant vous êtes assez habitués, pas de secret. Donc, il y a des outils qui vont venir voir s'il n'y a pas un certificat ou des secrets, des tokens qui traînent sur votre repository. Donc là, quand je faisais ma démo, GitGuardian me dit « Attention, tu viens de pousser un certificat, es-tu vraiment sûr que c'est le bon certificat? Est-ce que c'est vraiment un certificat public et non pas le certificat privé ?» Depuis longtemps, pour ceux qui font du Java, il y a Sonar qui vient aussi faire toutes ces phases au niveau qualité de votre code, mais aussi au niveau sécurité. Donc, vous informez de problèmes sur cette partie-là. Snyk, qui a fait son rapport sur l'open source, va traiter vos dépendances. Et au niveau CI/CD, là je prends l'exemple de GitLab, mais GitHub a la même chose, donc de venir renforcer vos scans de sécurité avec des outils spécifiques pour votre langage. Et si vous avez une API, un Swagger ou une Open API, donc 42 Crunch, qui est une startup dans la sécurité, va venir exploiter votre définition de votre API et va venir essayer de voir les vulnérabilités. Est-ce que vous gérez bien les cas d'overflow? Est-ce que quand on vous envoie un string au lieu d'un int, vous le catchez bien? Et va aussi faire un peu d'analyse pour protéger votre API contre des types d'attaques connus. Une fois que votre CI/CD est passé, il faut passer au plus intéressant qui est le pentest interne ou externe. Donc, si vous pensez en avoir les compétences, vous pouvez faire des tests classiques, donc avec une boîte à outils. Néanmoins, il faut être expert dans le domaine. Donc, si vous ne savez pas utiliser les outils qui sont listés, il y a les bug bounty. Donc, il y a des entreprises qui vont venir faire ce pentest pour vous.
Au niveau de la release, il faut tout de même venir déployer votre système et certifier qu'il n'y a pas eu un changement au cours de ce processus de livraison. Donc il y a Docker Notary qui vient signer votre container. Il y a la même chose avec Cosyn et aussi donc c'est les nouveaux spécifications qui s'appellent Into22. Et donc il va venir avoir tous ces mécanismes-là de pouvoir vérifier que votre container, votre package, votre dossier n'a pas été altéré de manière malveillante. Une fois que vous avez donc prêt à livrer, on passe dans la partie délivrer, donc avec un transfert de manière sécurisée. Je prends un produit que tout le monde connaît, c'est JFrog, donc qui va venir faire l'Actifactory. Mais vous avez plein d'autres concurrents. Mais donc ça permet d'avoir cette garantie de transfert sur votre infra. Au niveau du déploiement, donc tout ce qui est les scans de sécurité, il y a la partie donc spécifique où normalement quand vous livrez votre container, votre container est de base immutable. Donc Argo CI/CD peut venir vous dire attention, là il y a un OPS, un SRE, vous n'êtes plus synchronisé avec ce que vous avez sur votre définition, votre projet, et ce qui est réellement actuellement sur votre production. Et donc va venir vous dire que votre état n'est plus synchronisé. Et donc vous pouvez ainsi identifier les changements et voir si vous pouvez revenir sur un état connu. Si ce n'est pas un acte malveillant qui a été fait sur votre prod. Au niveau donc des patchs de sécurité, il y a le classique CI/CD. Si vous avez des infras encore un peu legacy avec des VM, pensez à patcher vos OS, pensez à patcher vos programmes, donc avec les outils qu'on connaît bien, que ce soit Chef, Puppet, Ansible. Choisissez votre outil préféré. Mais donc voilà, maintenir vraiment toujours cette production up-to-date. Et donc bien sûr sur vos infras de dev et de pré-prod. Dans mon ancienne mission, on avait un environnement où tous les soirs, on avait donc on regardait s'il n'y avait pas de nouveaux changements au niveau des containers. On appelait ça l'infra crash and burn parce que le soir même, on wipe tout. On réinstallait la toute dernière master, on réinstallait les tout derniers patchs et on lançait donc nos tests unitaires, nos tests d'intégration, nos tests end-to-end. On nous faisait un rapport par mail et on réinstallait le backup de la veille. Comme ça permet également de tester vos procédures de backup restore et de voir si si votre infra le matin elle continue à fonctionner de la veille, ça signifie que tout s'est bien passé, sinon il y a un souci dans votre procédure de backup. Donc on passe après sur la partie tout ce qui est monitoring. Donc surveiller que votre infra est dans un comportement correct. Donc là j'ai pris un produit qui est élastique. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une liste sur mon article, mais il y a plein de produits qui viennent faire le SIEM. Donc là vous voyez un peu les connexions d'une production, quel type de requêtes sont réalisées. Ça vous fait une remontée d'informations. Pour ceux qui font du cloud native, il y a donc tout ce qui est Kubernetes, il y a Falco qui va venir détecter vos appels système et venir vous remonter quand un shell est ouvert, quand quelqu'un est sorti d'un container. Donc tous ces trucs critiques, mais également des bonnes pratiques, voir si les policies sont alignées. Donc un très bel outil open source. Et pour les infras plus anciennes, il y a la partie bastion, donc pouvoir se connecter sur vos infras sans faire du SSH direct. Donc OVH a relisé son bastion sur GitHub, qui permet donc d'avoir la gestion de votre membre d'équipe, sur quelle infra vous pouvez vous connecter, et pouvoir rejouer toutes les opérations qui ont été faites sur votre infra. Donc il y a tout ce qui est traçabilité. Au niveau feedback,
et sécu, donc il y a cette veille technologique. Moi, pour ma part, j'utilise Alien Vault, qui me prévient des attaques courantes actuelles, donc qui me fait des petites alertes. Actuellement, il y a ce type de malware qui circule, il y a ce type de phishing qui se fait passer pour le Covid, ce genre de choses, et donc il vous donne des informations sur les alertes en cours. Là, par exemple, c'est sur Jupyter. Jupyter, c'est un outil pour faire du notebook, donc plus orienté big data, donc peut-être être vigilant pendant un certain temps à ce sujet. Comme Elastic, ça vous donne des indicateurs, ça vous donne également une liste d'IP qui réalise ces attaques, et donc aussi avec une description, avec le type de DLL ou de binaire utilisé. Il y a un outil qui s'appelle OpenCVE. Vous pouvez dessus mettre vos applications et dire j'utilise un Hadoop, j'utilise Struct ou ce genre de choses. Et il va vous dire voici les vulnérabilités connues, publiées concernant telle ou telle application. Et avec le score concerné, éventuellement si le proof of concept, pour voir si votre infrastructure n'est pas vulnérable à cette attaque. On a un CERT en France, comme tous les pays, donc vous pouvez y trouver aussi les menaces actuelles, quasiment en temps réel, transmises donc, par l'ANSSI. Puis, votre application va finir par n'être plus utilisée, ou du moins passer à la suite. Et donc, il faut penser à cette phase de décommissionnement. Pourquoi ? Déjà, il y a la planification. Est-ce que vous allez produire des LTS, des Long Term Support de votre produit? Est-ce que vous allez réaliser des migrations de ce dernier? Et là, les exemples que je vous donne, c'est Windows XP qui a vécu plus que longtemps et qui a nécessité à nos banques de payer des extensions de support pour faire en urgence ces migrations, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter d'avoir encore des distributeurs avec des attaques connues et vulnérables. Donc ils ont dû aligner, et donc c'est pour ça, dans vos projets, essayez de penser aussi au futur. Malheureusement, votre produit ne va pas rester éternellement. Il va rapidement devenir du legacy, et donc comment on va le décommissionner. Je vois qu'il ne reste pas trop de temps, donc on va aller sur la synthèse. Donc là, j'ai fait une petite liste de DevSecOps, donc une boîte à outils. Donc au niveau Secure Coding, je parlais des linters, de GoSec et d'autres. On a au niveau sécurité, donc Ascode, par exemple Cilium qui va venir donc gérer votre partie réseau. Et donc, ça permet d'avoir, par défaut, vous avez accès à rien et vous ouvrez au fur et à mesure pour votre produit tel ou tel port et tel protocole. On le voit beaucoup aussi avec Istio et les services mesh qui viennent vous aider à renouveler vos certificats, à maintenir votre infra à la fois sécurisé et à jour. Donc, au niveau des systèmes de scanning, le SonarCube qui est historique, mais on a côté CVE, donc Clair, Daga. Au niveau des pentests, donc il y a toute une boîte d'outils qu'utilisent les équipes donc bleues. Au niveau, donc je vais parler de Notary et de JFrog pour les transferts. On a Argo, mais tout type d'outils qui fait du GitOps. Donc il y a aussi Flux qui permet donc d'être alerté, d'avoir une KPI sur dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a eu quelque chose sur votre container, de pouvoir, même si c'est juste une config qui a changé, la rétrofiter suite à l'incident dans votre code base. Donc utilisez vos outils pour les infras un peu plus anciennes, parce que c'est vrai que maintenant avec le monde cloud native, il est assez facile de changer de version. Avoir un SIEM
pour toutes les alertes de sécurité. Et donc, pour terminer, des remontées d'informations pour savoir les attaques connues, les vulnérabilités connues. Et bien sûr, cette liste n'est pas complète. La slide serait nettement trop petite pour tous les lister. J'ai tenté d'en mettre beaucoup plus sur l'article que j'ai écrit. Au niveau Cloud Native, un petit diagramme d'outils qui va permettre d'intégrer votre sécurité donc dans vos projets. Et voilà, c'est assez récent cette partie SBOM, mais ça consiste à faire la liste des ingrédients, la liste de vos produits, de vos dépendances, pour savoir voilà, avoir tout cet arbre. Au niveau de la conclusion, Snyk a fait j'ai bien aimé son truc très simple, où il y a les vulnérabilités connues, on a des difficultés, on l'a vu très récemment avec Log4j, qui est responsable à ce niveau-là, pas forcément les contributeurs. Il y a même d'autres projets qui ont été contactés par des grands groupes en disant est-ce que curl est vulnérable à Log4j? Non. Mais l'entreprise voulait la signature du main contributeur pour dire non, c'est pas vulnérable. Alors que c'est un peu la difficulté qu'on a. On a beaucoup de projets d'open source qui vivent dans nos infra closed source. Et donc, avoir aussi cette idée de comment on fait avoir un runbook. Pourquoi ce talk? Donc, moi, je trouve qu'on a l'habitude de dire que nul est censé ignorer la loi. Et moi, j'ai fait une analogie. Je trouve que nul développeur est censé ignorer la sécurité. C'est comme la documentation, il faut le faire au fil de l'eau et de préférence le plus tôt. Pour aller plus loin, donc je parlais de l'ANSSI, il y a aussi des conférences. Donc, si vous voulez, au niveau crypto, à la Snowcamp, il y a un très beau talk en 55 minutes qui vous explique la cryptographie. La partie sécurité du cloud, Zenica en a fait un. Il y a une très belle fiction pour sensibiliser votre management qui a été faite sur France Inter concernant donc les hackers. Et ça montre très bien les problématiques qu'il y a une fois que l'attaque est en cours. À ce sujet, l'ANSSI a fait une très bonne restitution de l'incident qui a eu majeur sur TV5 Monde. Et donc, une conférence que je vous invite à regarder parce que ça impacte à la fois toutes les équipes et également donc, les membres de l'équipe. Si vous voulez, au niveau des outils, j'en ai une liste plus longue dans l'article que j'ai écrit le mois dernier pour programmer. Et surtout, rappelez-vous, s'il y a une chose à retenir de ma conférence, c'est ceci. Vous ne pouvez pas entendre ce genre de choses dans vos réunions. Et c'est des excuses, c'est des choses qu'on entend trop souvent. Et donc c'est pour cela que je fais ce talk, c'est pour sensibiliser et pour montrer qu'on peut faut mettre en place la sécurité tôt. Ce n'est pas la documentation, ça a des impacts très importants, surtout maintenant avec la RGPD. Donc je trouvais ça, à la base c'est une conférence anglaise, que moi je le garde ici, mais c'est tout à fait pertinent. Merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à partager vos outils, votre feedback. Donc là, c'était une petite blague, hein. C'est un QR code valide. Hein. Mais pour ceux qui ont un peu peur, il y a l'URL. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à partager si vous trouvez qu'il y a des outils qui sont indispensables, que tout le monde doit connaître. Mettez dans cette liste, comme ça on partage à toute la communauté. Merci. Y a-t-il des questions? C'est la première, la plus dure. Puis c'est le début de l'après-midi. C'est vrai qu'avec la digestion, c'est compliqué. Voilà.
N'hésitez pas, hein, je ne mords pas. Mathis, en a pas une? Je viens d'arriver, j'étais à côté. Non, ça... Ah, Quand tu parles de sécurité, le problème c'est que ce qui manque souvent, c'est d'avoir des personnes dans les équipes accompagnées pour accompagner la sécurité. tout à fait. Oui. Parce que moi, quand je suis développeur, je code, je fais ah, c'est bon, j'ai géré mes SQL, mes vieilles failles de sécurité qui sont gérées par les frameworks. Mais en fait, ce qui me manque, c'est quelqu'un au-dessus qui. Et du coup, il y a une pénurie de gens comme ça. Enfin, c'est difficile à trouver. Comment on peut faire? Comment on peut essayer de. Est-ce qu'il y a des mailing lists, des choses où on peut avoir ces informations ou hormis les conférences, bien sûr, comme tu avais parlé, tout ça. Excellente question. Alors, pour répondre rapidement, ça me fait penser un peu au Java Champion. Donc, essayer d'avoir ce genre de personnes qui peut être transversale dans les équipes de développement et aussi dans les équipes opérationnelles. Et d'un autre côté, donc je voulais rebondir sur ta question. C'était à quel sujet? Au niveau infra, ouais. Donc, moi, je pense au champion pour tenter d'évangéliser. Et j'avais un deuxième point et je l'ai perdu en cours de route. Merci. Il y a une autre question? Tac. Ah, j'ai plus la deuxième partie. Ouais. Après, aussi faire des exercices. Moi, je pense au niveau Ops, on a la roue de l'infortune et savoir comment donc résoudre nos incidents sur nos infras. Mais peut-être avoir également ce genre d'exercice. Mais après, c'est vraiment au niveau entreprise, quoi. Essayer d'avoir une fois un peu un type d'hackathon, mais essayons de poutrer notre infra. Et en plus, comme vous avez la bonne connaissance, théoriquement, vous ne travaillez pas donc en black box. Et donc, avoir cette expertise d'autres personnes de votre entreprise pour venir dire, je pense que là-dessus, au niveau API, au niveau URL, on n'est pas complètement... et donc, ce genre de choses doit être fait en amont, mais si on travaille sur du legacy, avoir éventuellement ce genre de trucs transversaux. Moi, c'est vrai que... Ah oui, c'était sur cette partie-là. Comment je me suis retrouvé dans la sécurité? C'est un peu malgré moi, un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'ai fait quand j'étais junior. J'étais sur un environnement PCI DSS et donc on a un audit de sécurité tous les ans. Et c'est le moment où toutes les équipes stressent parce que si on ne valide pas cette certification, on ne pourra plus traiter des cartes Visa. Et donc, complètement critique pour le business. Et au final, on a eu ces mécanismes-là de se faire un pré-audit dans les équipes, d'essayer de penser à la sécurité tout de suite. Donc, pas dire je réponds à un ticket Jira, mais le rajouter dans notre definition of done, d'avoir cette couche sécurité avant de clôturer un ticket. Donc, savoir si le développeur a fait un pas en arrière et s'est posé les bonnes questions là-dessus, tout en éventuellement sollicitant un accompagnement externe ou interne.